Déjà vainqueur de 3 grands chelems en 2023 et de 2 Masters 1000, Djokovic s'est en plus adjugé le Masters de Turin. Il n'est pas seulement le numéro 1 mondial, il est le numéro 1 mental. Salut, c'est Fred de Mental Olympique. J'espère que vous avez une forme et un mental olympique. Et si ce n'est pas le cas, vous savez, vous pouvez compter sur moi. Il faut vraiment qu'on parle de Novak Djokovic. À 36 ans, alors qu'à cet âge, la plupart des joueurs de tennis pro sont en déclin ou ont arrêté, il continue de dominer le tennis mondial sans partage. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi c'est le plus fort mentalement. Avant de rentrer dans les détails, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez suivre mes vidéos pour comprendre les clés de la performance grâce à la préparation mentale. Alors, pourquoi est-il toujours aussi fort? Le premier point qu'il faut absolument prendre en considération, c'est le contexte. Oui, c'est pas un joueur comme les autres, parce qu'il faut se rappeler qu'il a commencé à forger son mental dès le plus jeune âge. Il l'a souvent expliqué, il a grandi dans un pays, la Serbie, qui a été dévasté par la guerre. Il puise une partie de sa détermination dans le fait que, pour lui, le tennis, ça ne pourra jamais être aussi terrifiant ou stressant que la guerre et les bombardements. Donc mentalement, c'est indispensable de se rappeler qu'il s'est programmé mentalement depuis très jeune à la notion de combat et de survie. Ensuite, il ne faut pas oublier un élément super important. Il est tombé dans la période du Big Four, avec un tennis mondial tenu notamment par les deux autres ovnis de la planète tennis, Federer et Nadal. Donc le deuxième élément marquant pour lui, et dont il a su tirer profit, c'est qu'il était confronté aux meilleurs des meilleurs pendant des années, et qu'il a dû trouver les ressources physiques, mentales et techniques pour être au niveau et pour les dépasser. Pour ça, il a dû travailler pour rivaliser avec ces deux légendes, c'est-à-dire savoir contrer leurs points forts, être à leur niveau et durer. Mais sauf que ces légendes qu'on admire tous, il les a largement dépassées maintenant. Et la jeune génération ne lui arrive pas à la cheville pour le moment. Un autre élément crucial de sa stratégie mentale, c'est évidemment tout le travail qu'il a accompli sur la gestion des émotions. Pour moi, on le voit très bien, notamment cette année à Roland-Garros. C'est sur ce point-là, la gestion des émotions, qu'il a battu Alcaraz. Il ne montre pas ses émotions, en tout cas le moins possible. Et c'était vraiment flagrant à Roland-Garros cette année. Il a fait un choix très clair. Il ne célèbre que des points qui sont la conclusion d'un jeu ou d'un set. De manière générale, il reste stoïque. Alors que d'autres joueurs, comme l'a beaucoup fait Alcaraz à Roland, célèbrent des points à 15-0. Le fait de ne pas montrer ses émotions a deux bénéfices. Le premier, bien entendu, c'est qu'il ne dit rien à son adversaire de son état mental ou émotionnel, ce qui empêche l'adversaire d'en faire une lecture. Mais encore plus important, il garde ses émotions pour ne pas lui-même s'auto-saboter ou se déconcentrer, et donc pour se permettre de jouer le point suivant de la manière la plus neutre émotionnellement possible. Célébrer un point, c'est déjà une dépense d'énergie. Alors dans ce moment entre deux points où il faut se reconcentrer, c'est tout sauf le moment de faire autre chose que de se reconcentrer. Une célébration, c'est vécu par le cerveau comme un moment de récompense. Alors pourquoi est-ce que Djoko ne célèbre-t-il que des points soit super importants comme gagner un set ou un double break? Parce que l'esprit se relâche. La célébration inopportune crée inévitablement un relâchement. Le cerveau comprend que quelque chose d'important s'est produit et la récompense est une baisse du niveau de stress, donc du niveau de l'activation et de la concentration. On l'a vu à maintes reprises à Roland-Garros. Cette année, Alcaraz a célébré trop régulièrement des points qui ne concluaient rien. Et il s'est déconcentré sur les points suivants. Djoko, lui, avec son expérience, a bien compris et travaillé cet aspect-là. Il se permet de célébrer et manifester sa joie seulement sur des points comme avant de retourner à sa chaise ou lorsqu'il gagne un set. Dans la finale contre Sinner, ces points levés n'étaient pas vraiment des célébrations. C'était pour enfoncer Sinner et parce qu'il était en fait en duel contre le public. Un truc qu'il a appris au fil des tournois, c'est aussi d'utiliser l'hostilité du public pour se galvaniser et pour se reconcentrer. Oui, la célébration d'un point de tennis, c'est super pour le spectacle, mais le problème, c'est que c'est un risque de déconcentration et ça s'explique en neurosciences. C'est de la distraction cognitive. La célébration entraîne une rupture momentanée de l'état de concentration. Le cerveau, qui est initialement focalisé sur le jeu et la stratégie, se tourne vers une expression émotionnelle intense. Le système de récompense est activé et des neurotransmetteurs associés à la récompense et au plaisir, comme la dopamine, sont libérés. L'ennui, c'est que ces sensations agréables peuvent temporairement distraire le joueur de l'état de vigilance et de préparation. La célébration peut augmenter l'excitation émotionnelle et perturber la cohérence mentale. Djoko le fait le moins possible. Avec les années, Djoko a fait un énorme focus sur la gestion des émotions.
Mais on peut se demander, puisqu'il est toujours sur le toit du monde, comment il fait pour continuer de développer les compétences de gestion des émotions et trouver des stratégies de progression mentale pour rester au top niveau. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'une ou peut-être la clé de la réussite, il a une routine de méditation peut-être quotidienne et très certainement bien plus régulière que ses adversaires. Et justement, la méditation a un impact significatif sur le cerveau et je vous explique pourquoi. Ce travail mental entraîne à observer nos propres émotions sans jugement et à les accepter. Et du coup, ça réduit leur intensité et facilite leur gestion. Un autre point, c'est que cet entraînement du cerveau habitue à répondre de manière moins impulsive, que ce soit à des émotions négatives ou à des émotions positives. Et le tout dernier atout, mais pas des moindres, c'est l'amélioration de la fonction cognitive. Comment ? Eh bien parce que ça favorise la plasticité cérébrale qu'on appelle la neuroplasticité. Autrement dit, la possibilité de croissance de nouvelles connexions neuronales. Ça facilite l'apprentissage, la focalisation et donc la concentration et l'adaptation. Alors pourquoi est-ce que Djoko est si fort mentalement ? Parce qu'il a compris qu'il devait être le meilleur sur son entraînement mental. Et grâce à ça, il a continué à améliorer ses compétences. John Isner, qui était considéré comme un des tout meilleurs serveurs au monde, a déclaré que Djokovic était le meilleur retourneur qu'il ait jamais affronté. Et s'il y a bien un moment au tennis, il faut avoir une conscience sensorielle accrue, c'est justement au retour de service. Donc c'est vraiment tout sauf un hasard si Djokovic en est là. Voilà un tour d'horizon des raisons qui font que Djokovic a encore gagné le Masters et est toujours numéro 1 mondial, et que la jeune génération n'arrive pas à le détrôner. J'espère que cette vidéo vous aura plu et appris des choses. Et si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me poser des questions, notamment en neurosciences. Ce que j'explique dans cette vidéo est valable en tennis, mais en réalité le mental s'applique à tous les sports et à tous les domaines. Pensez à liker et bien sûr à partager. Je vous dis à très bientôt.